Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts pour cette visite qui s'intitule « Images de la société ». Nous allons vous faire un parcours qui va nous mener à travers quelques œuvres pour regarder quelques œuvres qui montrent la société à une époque. Le premier tableau qui fait partie de ce circuit est une œuvre qui s'intitule La Terre et qui a été peinte vers 1641-42 par Claude Deruet. Ce tableau fait partie d'un ensemble de 4 tableaux qui représentent les 4 éléments. Ces tableaux représentent donc la terre, l'eau, l'air et le feu. Ce sont des œuvres qui ont été créées pour le cardinal de Richelieu pour décorer son château de Richelieu en Touraine. Et ils étaient destinés aux appartements de la reine Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, c'est dans ce tableau le principal personnage, celui qui se trouve au plein centre de la scène. Elle est représentée sur un trône avec son fils Philippe sur les genoux. Elle est entourée de Pouty et son fils aîné, Louis Dieudonné, le futur Louis XIV, se trouve sur l'avant du char et conduit ce trône qui est à la fois un char conduit lui-même, tiré lui-même par des lions assez fantastiques. Nous sommes donc dans un univers assez fantasmagorique qui renvoie à certaines fêtes qui ont pu être données à l'époque de la naissance de Louis XIV ou à d'autres moments dans l'Ancien Régime où on créait très souvent des décors en carton-pâte, des mises en scène, des choses assez fantastiques pour mettre en scène des entrées royales ou des événements particuliers. Donc ce côté fantasmagorique renvoie tout à fait à des pratiques de cette époque que l'on trouve à la Renaissance, au XVIIe siècle, de manière assez fréquente. La reine est représentée devant un monument emblématique, c'est le château de Saint-Germain-en-Laye. Ce château est très important puisque c'est le château qui va voir la naissance justement de Louis XIV et de Philippe. Alors cette reine mise en valeur au centre du tableau, qui pose avec ses 2 fils, est là pour montrer l'importance de la maternité sous l'Ancien Régime et l'importance de la maternité pour une reine qui doit assurer la descendance dynastique. Donc ce n'est pas du tout par hasard qu'Anne d'Autriche est représentée de cette manière. Anne d'Autriche, c'est la femme de Louis XIII et ils ont été mariés pendant 22 ans sans avoir de descendance. Donc c'était un problème politique crucial que de savoir si il y aurait une descendance ou si on allait retomber dans des guerres de succession, dans des guerres civiles internes, dans des luttes internes. Et donc la naissance du petit Louis et ensuite de son frère Philippe a été quelque chose de vécu comme un soulagement général pour la société de cette époque, d'où l'importance de cette mise en scène. Alors ce tableau est extrêmement complexe. Claude Deruet fait partie des artistes de la fin de la Renaissance. Donc c'est quelqu'un qui pratique une peinture cultivée dans laquelle il va multiplier les références. Donc on a effectivement la famille royale. Je n'ai pas encore montré le roi. Le roi se trouve à cheval juste à côté du trône de la reine. Et le deuxième cavalier à ses côtés est son frère Gaston d'Orléans. Donc
des personnages historiques. Ensuite, nous avons toute une frise de cavaliers habillés à la mode romaine, de part et d'autre du trône, qui représentent les membres de la cour, les invités aux festivités. Nous avons d'autres invités qui sont un petit peu cachés au deuxième plan et que nous pouvons voir, par exemple, à travers ces éléphants, ces personnages manifestement africains, ou encore plus loin de l'autre côté de la scène, avec des personnages qui accompagnent des autruches, ou juste à côté des rhinocéros. Tous ces personnages se déplacent, parfois aussi avec des carrosses. Donc nous avons tout un défilé de personnages qui représentent finalement toutes les parties du monde, tous les pays qui semblent invités à cette fête et qui viennent assister justement à cet événement français absolument fabuleux. Pour faire pendant à ce cortège des pays du monde, nous avons de l'autre côté, dans la partie gauche du trône et du château, un autre cortège qui nous montre l'arrivée de très nombreux carrosses. Sur ces carrosses, vous pouvez apercevoir des maquettes de châteaux, des maquettes de châteaux qui symbolisent en fait les différentes provinces et villes de France. Donc, c'est l'arrivée des différentes provinces françaises qui viennent elles aussi rendre hommage à la reine et à ses fils. Et puis, le peintre s'est amusé à ajouter des petits détails qui proviennent d'autres sources. Il a placé aux deux extrémités de l'œuvre deux carrosses monumentaux qui renvoient, eux, à des personnages de l'Antiquité gréco-romaine. Nous avons sur la gauche un char qui porte les muses qui sont accompagnées de leurs instruments de musique et qui sont en train de jouer, ce qui renvoie à l'idée de fête, de musique, etc. Et en pendant de ce char, si on retraverse toute l'œuvre pour se rendre à l'extrémité droite du tableau, nous allons trouver un deuxième char symétrique qui, lui, abrite des déesses grecques ou romaines. À l'époque, ce sont plutôt les déesses romaines qui sont connues. Donc nous avons Junon, incarnation de la famille. Nous avons Minerve, la déesse de la sagesse et de l'intelligence. Nous avons Diane, la déesse de la chasse, et Aphrodite, la déesse de l'amour. Donc, à travers ce choix de déesses, on voit bien que c'est un hommage aux femmes et à Anne d'Autriche. Reste un élément dont je n'ai pas parlé, c'est les choses très bizarres qui se trouvent dans le ciel. Nous avons dans le ciel un ensemble de carrosses qui circulent sur des nuages. Alors, ils sont là de manière allégorique pour symboliser les vertus. Donc, nous avons les fois les vertus cardinales et les vertus théologales. Alors, nous avons la charité, nous avons la tempérance, qui pourrait servir pour une publicité sur la consommation d'alcool, par exemple. Nous avons la prudence avec cette femme qui tient un miroir et qui a un serpent roulé le long du bras, et qui est donc une invitation à la prudence. Au centre, juste au-dessus d'Anne d'Autriche, nous avons peut-être la principale vertu dans cette société du XVIIe siècle, la foi, avec la croix et le calice, donc vraiment la vertu qui est mise en valeur.
Et de l'autre côté, nous trouvons une femme accompagnée d'un lion qui incarne le courage ou la force. Nous avons ensuite une femme qui porte une balance, représentation de la justice. Et enfin, nous avons une femme qui tient une ancre qui symbolise l'espérance. Alors, toutes ces vertus sont là pour représenter d'une manière symbolique les qualités du royaume de France et de son roi, de sa reine et de tous les personnages qui vont gouverner le royaume. Donc c'est une image qui reflète la conception de la société royale au XVIIe siècle. Voilà, nous nous retrouvons après un déplacement entre les salles du XVIIe et celles du XVIIIe siècle. Nous abandonnons la société aristocratique pour trouver ici un portrait représentant la bourgeoisie au milieu du XVIIIe siècle. C'est un tableau qui représente la famille Hupeau avec le mari, la femme et leur fille. Cette famille Hupeau s'est fait représenter dans un format assez monumental, dans une sorte de mise en scène, à la fois mise en scène par le cadre architectural, puisque nous avons des éléments de murs qui pourraient évoquer un palais. Nous avons ce grand rideau d'apparat qui est un emprunt au portrait aristocratique que l'on retrouve au XVIIIe siècle très souvent dans les portraits de la bourgeoisie. Et puis nous avons un élément qui ouvre, telle une fenêtre sur l'extérieur, un paysage sur une ville dont on aperçoit les remparts. Donc il s'agit d'une ville fortifiée, comme la plupart des villes l'étaient encore au XVIIIe siècle. Une ville bordée par un fleuve, et sur ce fleuve, nous avons un pont en construction puisque nous apercevons une grue. Cette ville n'est autre que la ville d'Orléans. Et le pont en construction est le pont que l'on appellera le pont royal au XVIIIe siècle, qui deviendra au début du XXe siècle le pont Georges V. Alors pourquoi cette vue sur Orléans? Tout simplement parce que le personnage principal de ce tableau est l'architecte Jacques Hupeau, qui est identifiable d'une part par son compas, qui est l'attribut des architectes, et d'autre part par les feuilles qui sont posées sur ses genoux, sur lesquelles on peut lire « Plan du pont d'Orléans ». Nous avons donc de multiples indications qui renvoient à l'activité de ce personnage. C'est un élément assez caractéristique des portraits bourgeois, puisque dans le portrait de la bourgeoisie, le bourgeois travaillant, on fait très souvent référence en fait à son statut social et à son métier, à la différence du portrait aristocratique, puisque l'aristocrate par définition ne travaille pas à cette époque. Alors cette peinture est tout à fait représentative de la société du XVIIIe siècle par la mise en scène finalement qui est proposée par le peintre. Le personnage central, c'est l'homme, c'est le chef de famille. Il est représenté dans un magnifique habit de velours avec des dentelles. Il porte la perruque, donc cela le place dans une certaine position sociale qui va être renforcée justement par la commande de ce pont royal à Orléans, puisque au XVIIIe siècle, Orléans, ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est une des 10 villes les plus riches du royaume,
c'est la capitale du duché d'Orléans, qui est l'apanage du frère du roi. Donc c'est une ville très importante sur le plan politique, historique, économique. Donc ce personnage est vraiment mis en valeur au sein même de sa carrière en recevant cette commande. Donc c'est la raison pour laquelle il choisit de se faire représenter de cette manière. Et pour montrer l'importance sociale de cette famille, eh bien, sa femme et sa fille sont représentées elles aussi avec de magnifiques robes, des dentelles très très riches à profusion. Donc on a immédiatement l'image de personnages qui appartiennent à la haute bourgeoisie enrichie au cours du XVIIIe siècle. Et puis elles ont chacune des instruments caractéristiques du XVIIIe siècle dans les mains. Madame Hupeau tient une navette. On aperçoit un fil qu'elle tient dans sa main. Cette navette, c'est une sorte de bobine de fil avec laquelle les femmes, pour s'occuper dans les salons, réalisaient des sortes de dentelles qui s'apparenteraient plus à la réalisation d'un apron. Ce n'est pas un travail de dentelle aussi fin que la dentelle au fuseau, mais voilà, c'est une pratique sociale importante, et donc on a souvent à cette époque des représentations de femmes avec leurs navettes. Quant à la fille, elle est en train de jouer d'un instrument de musique très prisé au XVIIIe siècle, qui est la vielle à roue. La vielle à roue, initialement, c'est un instrument de musique populaire utilisé en particulier par les petits savoyards qui, l'hiver, descendent dans les vallées pour gagner un peu d'argent en faisant de la musique. Au XVIIIe siècle, ça devient un instrument très prisé de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie. C'est l'instrument à la mode, et un instrument qui sera détrôné au siècle suivant par le piano. Donc jouer de la vielle à roue, c'est montrer son appartenance à cette bonne société du XVIIIe siècle. Alors, nous allons poursuivre notre parcours dans une autre salle pour découvrir un portrait de 1800 à peu près. Donc nous sommes sur la transition entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Donc là, nous traversons les salles consacrées à la fin du XVIIIe siècle, et plus les couleurs virent vers les bleus et les verts, plus nous arrivons à l'époque Empire. Voici donc notre troisième étape avec ce portrait monumental de Madame Callès. Cette œuvre est intéressante à un double titre. Elle représente d'une part une femme de la bourgeoisie, une femme qui est vêtue d'une manière relativement simple. On voit bien la différence avec l'œuvre précédente. C'est une simple robe de coton très droite. D'autre part, cette femme est représentée d'une manière beaucoup plus intimiste. Elle se trouve dans son jardin d'hiver. Elle est en train d'herboriser. Et par la position de son corps, par la position de ses mains, où on la voit en train de tenir une fleur,
de se documenter dans un livre, on semble vraiment entrer dans son espace intime, dans une activité personnelle, et son visage semble s'être juste tourné pour nous découvrir finalement là en train de l'observer. Donc ça donne un effet instantané à la scène. On a beaucoup moins l'impression d'une mise en scène par la pose, par une codification que dans le portrait précédent. Cette femme, on voit aussi qu'elle est dans sa vie quotidienne par les objets qui sont posés sur la chaise. On a un éventail, un sac et des gants. Donc voilà, on a vraiment l'impression de participer à sa vie en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qui finalement se met en place au cours du XVIIIe siècle, où dans le domaine du portrait, on va chercher de plus en plus la psychologie de la personne, représenter la personne telle qu'elle est, et on va s'orienter vers un souci de réalisme, y compris de réalisme dans le rendu du physique, des traits des personnages, qui sera une caractéristique du portrait du XIXe siècle. Alors, je disais que ce portrait était intéressant d'un double point de vue. Certes, cette femme est représentée d'une manière intimiste et donc nouvelle, mais l'autre intérêt de cette œuvre, c'est l'artiste qui a réalisé ce tableau. Elle s'appelle Julie Philippot. Il s'agit donc d'une femme. Or, les femmes peintres au XVIIIe siècle sont extrêmement rares. Elles sont souvent très bridées dans le développement de leur carrière, puisqu'elles n'ont pas accès à la formation académique, qu'elles ne peuvent donc pas étudier d'après le modèle vivant, ce qui ne leur permet pas de créer des œuvres de peinture d'histoire. Elles n'ont pas la culture et elles n'ont pas la connaissance du corps, de l'anatomie qui permettrait des compositions complexes que l'on trouve généralement dans les peintures religieuses, mythologiques, etc. Et elles se trouvent donc très souvent cantonnées dans le domaine du portrait, de la nature morte, de la peinture de fleurs. C'est d'ailleurs le cas pour Julie Philippot qui va peindre essentiellement des portraits. Néanmoins, à partir des années 1760-70, on voit quand même de plus en plus de femmes pratiquer la peinture, exposer au salon. Julie Philippot exposera pendant une vingtaine d'années au salon au début du XIXe siècle. Donc petit à petit, elles creusent leur place dans la société. Il faudra encore du temps, mais voilà en tout cas un exemple d'une femme qui réalise des portraits et qui n'a pas peur de s'attaquer à des formats monumentaux, comme dans ce portrait de Madame Callès. Voilà, nous allons changer d'époque. Et nous allons descendre dans les collections d'art moderne et contemporain au sous-sol du musée pour vous présenter d'autres aspects de cette représentation de la société à travers les œuvres d'art. Nous voici donc devant une œuvre de Tamara de Lempicka, qui a été peinte en 1929. Elle se nomme Saint-Moritz. Il s'agit d'un portrait, mais la personne représentée reste anonyme. En choisissant ce titre Saint-Moritz, ce que l'artiste veut mettre en valeur, c'est une skieuse dans cette station fort réputée en Suisse, une station qui commence à être fréquentée par l'élite de la société des années folles dans ces années 1920.
Tamara de Lempicka, c'est une artiste d'origine polonaise qui va émigrer en France à la suite de la Révolution russe, puisqu'elle avait épousé un Russe et qu'ils ont été contraints de partir. Et elle va s'installer dans cette société française à la recherche de talents qui pourraient les représenter à la fois d'une manière relativement traditionnelle, avec le respect des traits de la personne, et en même temps avec une petite dose de modernité. Elle va pouvoir le faire très facilement puisqu'elle appartient finalement à cette même société de l'élite de ce début du XXe siècle, dont elle connaît les codes, elle connaît les attentes, et donc elle va pouvoir créer ce mixte entre une représentation relativement fidèle des personnages et des éléments qui, eux, apportent une petite dose moderniste. Alors, ces œuvres font souvent appel, par exemple, à des cadrages très serrés, légèrement décentrés, qui renvoient, par exemple, aux affiches qui sont produites à la même époque. Donc, elle s'insère dans ce monde de la création contemporaine et dans cette sensation de quelque chose de nouveau qui plaît à ces commanditaires des années folles. D'autre part, elle va représenter cette femme avec une coupe de cheveux très court, avec une bouche très maquillée, qui renvoie au type de la garçonne, qui est un type de femme que l'on trouve justement dans ces années 20 et 30 au sein de l'élite sociale. La femme traditionnelle va bien sûr garder ses cheveux longs, va sortir avec un chapeau, va porter une robe longue, alors qu'une toute petite partie de l'élite va justement se démarquer, s'émanciper, et c'est ce public là que Tamara choisit de représenter et de mettre en valeur à travers ses portraits ou à travers des œuvres plus génériques, plus emblématiques. Le vêtement, là, est tout à fait moderne, bien sûr adapté à la pratique du ski, mais ça lui permet, ce vêtement moderne, de traiter le pull avec de quasi-aplat. Il y a bien sûr quelques nuances qui évoquent la présence du corps en dessous, mais on a une image finalement très simplifiée. On a un petit travail de pâte aussi que l'on voit sur le rebord du gant, que l'on voit sur le col. On voit des traces du pinceau, ce qui est assez rare chez elle d'ailleurs et assez exceptionnel dans cette œuvre, qui donne des petits éléments quelque peu tactiles, mais qui ne nuit pas finalement à cette recherche de simplification, de lisibilité, qui renvoie justement à ces photos que l'on trouve reproduites dans les magazines ou à ces affiches de cette époque. Finalement, cette femme, elle est l'incarnation de la modernité des années folles. C'est la femme moderne, la femme maquillée, la femme libre, celle qui pratique le sport, les sports d'hiver. C'est vraiment une image de la société en soi. Alors après
les années folles, nous allons avancer un petit peu dans le temps et nous allons, dans la deuxième moitié du XXe siècle, à un moment de grande mutation de la société française, européenne et même mondiale, avec une œuvre qui va nous emmener en 1968. Il s'agit de cette peinture de Jacques Monory qui s'appelle Meurtre numéro 14. Numéro 14 parce que cette œuvre, comme la plupart des œuvres de Monory, fait partie d'une série de peintures. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'œuvres qui appartiennent à cette série Meurtre. Monory fait partie d'un mouvement qui s'appelle la figuration narrative, qui pratique très souvent ce genre de travail en série. Alors Monory, c'est un artiste qui commence sa carrière au début des années 1960. C'est un moment de rupture au sein de l'évolution de l'histoire de l'art, puisque pendant tout l'après-guerre, ce qui va dominer, c'est la peinture abstraite. Et à partir de la fin des années 50, début des années 60, un certain nombre de jeunes artistes qui sont nés dans l'entre-deux-guerres ne se retrouvent pas dans cette peinture abstraite. Ils n'ont pas envie de faire une peinture subjective, ils ont envie de participer finalement à la société. Ils veulent exprimer des idées et pour cela, ils vont retourner à la figuration. Et donc, ils vont témoigner en quelque sorte de la société dans laquelle ils vivent. Ce sont des artistes qui sont souvent également très engagés politiquement, donc leurs sujets peuvent être à la fois sociaux, comme c'est le cas ici, puisque c'est une œuvre qui parle de meurtre, de violence, mais il peut aussi s'agir de sujets plus politiques, sur les rapports entre le Nord et le Sud, sur les problèmes de liberté d'expression, sur les dictatures. Donc ce sont vraiment des artistes qui pratiquent une peinture engagée. Et pour pratiquer cette peinture, ils vont s'appuyer sur l'existant, sur le monde qui les entoure. Ils vont s'inspirer des médias. Ces médias, ça peut être la télévision, le cinéma, la photographie, les revues, les bandes dessinées. Donc, ils vont s'emparer d'images préexistantes qu'ils vont retravailler, puisque leur but, c'est de parler de la société. Donc, pour mieux parler de la société, autant s'appuyer sur des choses qui sont concrètes, qui sont vraiment des éléments de cette société. Monory, lui, est fasciné par les films policiers en particulier, et on peut remarquer que dans cette image, on a finalement 4 images, comme un découpage cinématographique, un découpage qui pourrait aussi renvoyer au découpage de la bande dessinée. Et il va mettre en scène donc cette situation de violence en plaçant 4 images, les unes à côté des autres, mais la lecture reste cependant assez mystérieuse, parce qu'il y a des petits détails dans cette œuvre qui font qu'on ne sait pas très bien si on doit la lire de gauche à droite, de haut en bas. Il y a en particulier un élément du sang qui coule. On a une petite tache, là on la retrouve, là aussi, et ce sang ne coule pas toujours de la même manière. Mais si on essaie justement de créer une chronologie, eh bien,
en fait, on se perd. Parce que le but, c'est pas d'avoir un discours logique, c'est de démultiplier l'image pour lui donner plus de force et renforcer ce message de dénonciation de la violence. Nous sommes en 68, nous sommes dans une société de plus en plus influencée par l'Amérique et ces artistes se rendent compte que beaucoup de choses arrivent de l'Amérique et que la violence est quelque chose qui petit à petit est importé en quelque sorte, entre guillemets, et arrive aussi en France. C'est une manière pour eux de dénoncer des travers de la société et d'attirer l'attention des gens, une sorte de vigilance qu'ils mettent en œuvre à travers leurs scènes. On a d'autres éléments qui renvoient d'ailleurs aux médias. C'est ces petites bandes noires qui intriguent toujours pour ceux qui n'ont pas vécu à cette époque. Ces bandeaux noirs sur les yeux, c'est quelque chose qui existait autrefois. C'était une manière de rendre les personnages anonymes dans les reportages télévisés. C'est quelque chose qui est remplacé aujourd'hui par le floutage. Et donc, c'est une manière de témoigner, mais de ne témoigner d'une manière plus généraliste sur cette situation de meurtre, en ne rendant pas justement les personnages identifiables et en renforçant leur anonymat, même si c'est vraiment quelque chose de un petit peu surfait vu le type d'image et la méconnaissance que l'on a de toute façon sur l'identité de ces personnes, mais c'est une manière là aussi de renforcer cette idée de l'anonymat. Ça peut aussi renvoyer à une certaine indifférence de la société parfois face à ces situations de violence, parce que dans la série Meurtre, il y a un certain nombre de tableaux qui représentent une scène de meurtre avec des passants à côté qui semblent se désintéresser totalement de cette scène de meurtre. Donc c'est aussi une réflexion sur l'indifférence des gens à ceux qui se trouvent juste à côté d'eux et qui renvoient à des situations toujours actuelles d'agression dans le métro aujourd'hui, par exemple, avec non-intervention des autres passagers. Donc finalement, en 68, il amorce déjà quelque chose qui fait partie encore de notre société aujourd'hui. Et l'artiste, c'est justement ça son rôle, c'est d'attirer l'attention, c'est ce que voulaient ces artistes sur les éléments que le grand public ne saisit pas parfois toujours. Aujourd'hui, ça nous semble évident. En 68, je pense que les gens étaient encore assez éloignés de cette vision de la violence et c'était pour lui une manière de mettre l'accent dessus. Alors, 1968, c'est une année très importante en France et c'est ce que nous allons illustrer avec la dernière œuvre de notre parcours, qui est une œuvre tout à fait monumentale, une mise en scène des événements de 1968. Nous voici donc devant ce triptyque de Jean Hélion. Jean Hélion, c'est un peintre qui a débuté sa carrière dans les années 30 avec une peinture abstraite, plutôt géométrique, et qui, vers 1940, a commencé à évoluer vers un retour à la figuration. L'abstraction ne le satisfaisait pas, lui aussi avait envie de parler de la société dans laquelle il vivait, et ça va le conduire petit à petit
à porter un regard de plus en plus précis sur la société qui l'entoure, sur les événements qui l'entourent, et tout particulièrement à travers cette immense œuvre qui représente une sorte de synthèse de ce qu'ont pu être ces événements de 1968. Alors le titre exact, c'est « Choses vues en mai ». Donc il reste à une certaine distance. Alors mai 68, dans la mémoire collective, ce sont par exemple des pavés et des slogans. Sous les pavés, la plage. Et donc cet homme qui est en train de dépaver une rue renvoie, pour ceux qui ont connu cette époque, directement justement à cette idée des pavés. D'autre part, ces manifestations, ce sont des drapeaux que l'on va retrouver partout répartis sur l'œuvre, des drapeaux noirs, drapeaux des anarchistes, des drapeaux rouges, drapeaux des mouvements gauchistes. Donc on a vraiment une omniprésence de ces drapeaux qui servent de cadre finalement à ces révolutionnaires, peut-être des étudiants, peut-être des ouvriers. Les vêtements, la manière de traiter les personnages est suffisamment neutre pour que l'on n'ait pas une identification précise. En fait, c'est l'idée d'une révolution et les personnages sont traités d'une façon très hiératique, très neutre, et aucun personnage ne nous regarde. Donc ça, c'est très important. On est comme, effectivement, des spectateurs qui regardent ces choses qui se sont produites en mai, ces choses que l'on a pu voir au mois de mai. Alors bien sûr, il y a aussi l'évocation des destructions qui dit révolte, manifestation, dit destruction de voitures, destruction de mobilier urbain. Donc on a une présence du feu dans cette œuvre qui est très importante. On a là un brasier qui part d'un élément de mobilier urbain qui n'est pas évident à identifier au premier coup d'œil. Il s'agit d'un banc qui est en fait renversé. On a aussi quelques petits éléments qui nous situent à Paris, comme cette borne d'arrêt de bus. Alors cette borne d'arrêt de bus, elle est très intéressante parce qu'elle lui a aussi servi de moyen de signature. On a le H de Hélion et 69 pour la date à laquelle il termine cet immense triptyque. Et puis on a les tracts. En voici un au sol sur lequel on peut lire « Avis ». Donc cette œuvre est parsemée de petits éléments comme ça qui renvoient à l'idée de révolte. Et nous sommes là dans la partie droite du triptyque qui est assez différente des deux autres que nous avons traversés, puisque dans cette partie droite, nous voyons des policiers. Des policiers qui tiennent leur casque à la main et qui ont remis leur képi, donc qui semblent rentrer chez eux. Et au deuxième plan, nous apercevons des femmes qui se protègent sous un parapluie. Des femmes qui incarnent la France traditionnelle et en particulier celle que Hélion appelle la cabassière, qui porte le drapeau français, le drapeau de la République, et qui à ses pieds a posé son cabas avec une baguette de pain et sans doute une bouteille de vin, donc qui incarne vraiment ces éléments caractéristiques de la société française. Donc il y a une symbolisation à travers ces deux éléments qui sont la culture française. Ces personnages sont tout aussi hiératiques
et tout aussi anonyme que les manifestants. Le but, c'est pas de faire un reportage, mais plutôt de créer des sensations par les jeux de couleurs, par justement une image qui reste très calme, très objective quelque part, pour évoquer un moment de l'histoire, mais sans le situer de manière trop précise. Et cette volonté d'en faire quelque chose qui incarne plus un moment historique d'une manière générale que mai 68 à Paris se manifeste dans l'absence de fond. Nous n'avons absolument aucun décor, nous sommes dans un espace quasi intemporel, et ce sont des petits détails comme les pavés, comme les drapeaux, ou comme cette charmante jeune fille en mini-jupe juchée sur les épaules d'un homme, qui vont nous renvoyer justement à 68. Alors cette femme en particulier, c'est une sorte de Marianne moderne, enfin c'est comme ça que les médias en tout cas ont qualifié ces jeunes filles juchées sur les épaules des jeunes garçons que l'on retrouve dans les magazines de l'époque et qui portent souvent une mini-jupe emblématique de cette époque. Donc voilà cette œuvre de Jean Hélion qui nous emmène dans cette société de mai 68 qui est un moment livré, je dirais, au regard, qui ne veut pas spécialement prendre position, qui n'est pas vraiment du reportage, qui est juste une image offerte à la réflexion du visiteur. Donc voilà ce parcours qui nous a conduit du milieu du XVIIe siècle jusqu'à la quasi-fin du XXe siècle. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à très bientôt pour un nouveau parcours dans les collections du Musée des Beaux-Arts.